à la rencontre de Bernard. Cet homme n'est pas marié, n'a pas d'enfant et il mène une existence plutôt ordinaire depuis une trentaine d'années au foyer des travailleurs. En fait, il est l'un des chauffeurs de la navette de la ville. Et s'il est décrit comme sérieux par son employeur, il est aussi connu dans son village comme quelqu'un qui aime se détendre en buvant quelques verres. Mais il y a un rituel auquel il ne déroge jamais, c'est son coup de fil hebdomadaire tous les dimanches à son frère Jean-Marc. Mais dans la nuit du 16 au 17 juillet, c'est un drôle de coup de fil que Jean-Marc va recevoir. Et ce soir, exceptionnellement pour crime, Jean-Marc, le frère de Bernard, revient sur cette histoire qui a marqué sa vie. Saint-Mitre-les-Remparts est un petit village, comme il y en a beaucoup en Provence, qui finalement est organisé autour d'une place principale où tout le monde se retrouve. Et ce soir-là, le drame s'est noué autour de cette place, en plein cœur de l'été. Ce soir du 16 juillet, aux environs de minuit, minuit moins le quart, plusieurs témoins entendent un grand bruit, un grand fracas qui déchire un peu la nuit. Il y a une personne qui sort immédiatement dès qu'elle entend le bruit et qui constate qu'une voiture est encastrée contre la clôture d'une villa. Il voit surtout un homme avec le haut de son corps à l'intérieur et le bas de son corps à l'extérieur, coincé entre la rambarde, la portière et le véhicule. Et la victime est en train de suffoquer au moment de l'arrivée des premiers intervenants. Les pompiers arrivent, ils pensent à un accident, parce que c'est ce qu'on leur a indiqué. Donc leur priorité, c'est de dégager le corps et de tenter de ranimer la victime. Et il est en arrêt cardio-ventilatoire. Il est éraflé sur toute la partie gauche. Les pompiers, comme leur premier réflexe a été, après avoir bougé la voiture, de tirer la victime, la première pensée des pompiers, c'est nous, en le traînant, qui l'avons blessé. On l'emmène à l'hôpital européen. Il est dans le coma. La victime n'est pas connue de la part de ses témoins. En revanche, on retrouve dans son véhicule des éléments qui permettent de l'identifier, notamment ses papiers d'identité. À 56 ans, Bernard est célibataire et n'a pas d'enfant. Depuis maintenant une trentaine d'années, il vit dans un foyer de travailleurs à Istres. C'est un monsieur qui est très gentil, qui est décrit par sa famille comme un nounours. Mon frère, comment je vais le décrire? Une personne simple, très nature, qui vit avec ses moyens. C'était quelqu'un qui avait un gros cœur, toujours prêt à aider le prochain, ses proches, sa famille, avec ses moyens à lui bien sûr. Travailleur, le gros nounours on va dire. C'est quelqu'un qui est décrit par son employeur comme un monsieur extrêmement sérieux, toujours ponctuel et toujours très gentil parce qu'il est chauffeur de navette et il est toujours très gentil avec les jeunes du village. C'est quelqu'un qui aime s'aviner les week-ends. Son loisir favori, semble-t-il, c'est faire la tournée des bars le week-end dès qu'il a terminé son service. Et ici, on l'appelait tantôt Bernardo, tantôt Bernardoche. Donc voilà, quelqu'un qu'on connaît bien quand même dans les bars de Saint-Mitre. Il n'a jamais eu la joie, le bonheur de goûter aux belles choses de la vie. Parce que financièrement, quand on n'a pas les moyens, c'est compliqué.
Mais il n'a jamais demandé une pièce à qui que ce soit. Il s'est toujours débrouillé par lui-même, tout à son honneur. Originaire d'Alsace, Bernard est très proche de son frère, Jean-Marc, qui vit toujours dans l'Est de la France. C'est un monsieur très solitaire, qui est très discret, qui parle peu de sa vie, qui ne s'épanche pas beaucoup. Quasiment tous les dimanches soirs. Je savais qu'à 8h, quand le téléphone sonnait, enfin à 20h, je savais que c'était Bernard. Donc forcément, je disais à mon ex-épouse, quand j'étais encore marié, ou à ma conjointe actuelle, voilà, il y en a pour 1 heure. Vous le savez. Dans la nuit du 16 au 17 juillet, Jean-Marc est alerté que son frère Bernard vient d'avoir un grave accident de la route. On m'a téléphoné au boulot. On m'a dit, voilà, Bernard, il a eu un accident. Il est à Marseille. Il est entre la vie et la mort, je ne sais pas s'il va s'en sortir. Il faut que tu viennes le plus rapidement possible. Alors que Bernard est entre la vie et la mort, à l'hôpital européen de Marseille, les policiers arrivent sur les lieux de l'accident. La voiture, qui est toujours encastrée dans le mur de la villa, elle est complètement défoncée, tant à l'avant gauche qu'à l'avant droit. Le pare-choc est défoncé et le moteur tourne. La clé est coincée dans le Neyman. Il constate, côté passager, à l'avant du véhicule, la présence d'une petite hachette et divers objets, ainsi qu'un gilet jaune fluo. Les premières auditions des premières personnes qui interviennent sur les lieux n'apportent rien, puisque elles vont toutes décrire la même chose. On a entendu un grand boom, on s'est rendu sur les lieux et on a vu cet homme-là coincé entre la rambarde et son véhicule. En interrogeant les témoins sur place, mais également le patron de Bernard, les policiers tentent d'établir son emploi du temps. Pour Bernard, c'est une journée classique. Il commence sa matinée, il est un peu plus de 7h du matin, il va travailler. Il est chauffeur de bus pour les navettes gratuites de la ville d'Istres. Et il travaille jusqu'à 14h12 à peu près, il termine son service. Après, nous avons quand même une période entre guillemets de blanc, puisqu'on ne sait pas comment va se dérouler l'après-midi, on n'a aucune indication. Il prend sa voiture et il va faire la tournée des bars. Et c'est quelque chose d'un peu rituel pour lui. On ne sait pas véritablement vers quelle heure arrive la victime dans le centre de Saint-Mitre. Ce qu'on sait, c'est que vers 22h30, il entre dans le bar de la place du village. 2 heures seulement après son arrivée dans le bar, Bernard est découvert inanimé près de sa voiture. On pense qu'il a fait un malaise cardiaque en étant au volant, mais la position du corps mettait en doute un accident. Le corps, il a les jambes qui sont à l'extérieur du véhicule et l'autre partie du corps à l'intérieur. C'est un peu curieux comme position pour conduire une voiture. On commence à se poser des questions. Le lendemain de son accident, Bernard meurt à l'hôpital européen de Marseille des suites de ses blessures. Malheureusement, il est décédé. J'ai pas eu le temps de le voir. Une autopsie va alors être effectuée pour établir les raisons de son décès. Le taux d'alcoolémie va révéler 1,46 g d'alcool dans le sang. Ça veut dire bien évidemment que lorsqu'il a été amené à l'hôpital européen, le taux était plus élevé, puisque le taux baisse au fur et à mesure. Là, il avait bu beaucoup plus que de raison. Il y a une autopsie qui est réalisée par le médecin légiste et qui va conclure à une compression de la cage thoracique qui va entraîner un arrêt cardio-respiratoire et qui va entraîner le décès, malheureusement, de la victime.
J'ai été convoqué chez la commissaire. Donc malheureusement, il y avait un dossier qui était ouvert sur la table avec des photos et j'ai pu jeter un œil. Et j'ai vu son corps. J'avais compris. La violence, ce qu'elle a dû subir. Excusez-moi. Des questions vont se poser parce qu'encore une fois, c'est pas un problème cardiaque, c'est bien un problème d'asphyxie qui manifestement trouve sa cause dans le fait que la malheureuse victime a été comprimée entre le véhicule et le mur. Et dans ce cas-là, la question va se poser de savoir dans quelles conditions elle a pu être amenée à se trouver ainsi dans cette position. Il y a des traces rouges, des écorchures, dermabrasions au niveau des genoux. C'était comme si c'était quelqu'un qui s'était traîné, qui avait traîné ses genoux au sol, alors qu'une autre personne conduisait. Et c'est ce qui est aussi noté par le médecin et qui permet aussi de questionner sur la façon dont les faits se sont véritablement déroulés. Et les enquêteurs vont immédiatement arriver à cette conclusion. Ce qui était apparu initialement comme un accident cache en réalité un crime et l'objet de l'enquête va dès lors de cerner les circonstances et les responsabilités dans la commission de ce crime. Dès lors, les policiers d'Istres entendent le patron et les employés du bar dans lequel la victime a été vue ce 16 juillet. Il y a des serveuses dans le bar qui sont présentes et l'une d'elles expliquera avoir vu Bernard entrer passablement énervé et il tenait une hache, qui est en fait une petite hache. Le gérant du bar explique que Bernard semblait déjà alcoolisé, qu'il a bu 2 pastis au sein de son bar et que la victime lui a demandé s'il connaissait justement un jeune homme qui semblait lui faire peur et qui le cherchait depuis quelques heures au sein du village. Avec ce témoignage, les policiers savent désormais que ce soir-là, Bernard craignait un homme. Mais une autre révélation va être déterminante pour l'enquête. Lors de leur deuxième audition, certains témoins reviennent un petit peu sur leur déclaration initiale, notamment celui qui s'avérera être le témoin principal et qui explique en fait que antérieurement au grand bruit qu'il a entendu, il avait entendu des éclats de voix comme une dispute entre 2 hommes et il a tout de suite reconnu la voix de celui qui sera identifié plus tard comme étant Valentin. Il est torse nu et il est très énervé. Le témoin central descend alors dans la rue. Il essaye de s'expliquer avec le jeune homme en lui disant « il faut que tu partes de là, qu'est-ce que tu as encore fait ?» Et là, Valentin lui explique qu'il est poursuivi par un homme armé d'une hache. Le témoin ne voit personne et retourne chez lui fumer une cigarette et voit à ce moment-là Valentin courir vers une voiture qui était garée sur la chaussée, mais moteur allumé, portière ouverte. Donc il voit Valentin entrer dans la voiture et crier quelque chose comme « je vais ta bagnole, sale fils de p***, quelque chose comme ça. Au moment où Valentin est dans la voiture et où il enclenche la première, le témoin voit un autre homme, cette fois, courir vers le véhicule et s'agripper à l'habitacle, à la portière. Et la voiture, quand même, démarrer, il voit bien que Valentin enclenche la première. La voiture roule sur une trentaine de mètres et brusquement change de direction, part sur la gauche et va s'encastrer dans le mur de la villa. Ces nouveaux éléments et ce témoignage clé amènent les enquêteurs à s'intéresser de plus près à Valentin. C'est une personne qui n'a pas réussi à faire des études. Il a tenté de faire le travail de boulanger. Mais à ce moment-là, il a enchaîné les petits boulots.
Il boit de l'alcool avec des copains pour passer du temps. Ça, c'était le côté positif, mais il est également décrit comme quelqu'un de turbulent dans le cadre du village. Il est issu d'un milieu populaire. Bon, son père avait déjà eu des problèmes avec la justice. Il est décrit par sa mère comme étant un fugueur, assez immature. Hein. Et il a eu des ennuis avec la justice. Il a eu des comportements violents avec ses compagnes aussi. Casier judiciaire, condamnation. C'est une des raisons pour lesquelles, effectivement, il est connu à l'intérieur de sa mitre. En plus du témoin principal, une autre personne accable Valentin. Il s'agit de son ex-petite amie qui a passé une partie de la journée du 16 juillet avec le suspect. Elle était avec Valentin depuis le milieu d'après-midi. Même s'ils étaient séparés depuis 2 mois, ils avaient souhaité se voir pour faire un petit peu le point sur leur relation amoureuse qui par le passé avait été très tumultueuse. Dans la soirée, alors pareil, il se retrouve au bar. Et en fait, il est interdit de bar à Saint-Mitre, faut le savoir, parce qu'il avait créé quelques incidents antérieurement. Donc il est interdit de bar, ce qui veut dire qu'il reste dehors. Après, il se retrouve seul avec elle, à l'extérieur du bar. Il essaie de terminer les cubis. Et très rapidement, elle dit qu'elle voit la victime s'adresser à eux et venir réclamer à Valentin des explications pour des insultes qu'il aurait proférées précédemment. Mais elle n'en sait pas plus. Et elle relate comment Valentin était vis-à-vis de Bernard. L'attitude qu'il avait, l'attitude très fanfaronne et très agressive vis-à-vis de Bernard. Elle dit que la victime est apeurée. Parce que Valentin, c'est quand même un beau jeune homme, grand jeune homme, gaillard, musclé. Et la victime, c'est une personne de 56 ans. Et elle essaie de raisonner Valentin, qui, lui, veut en découdre. Le terme est peut-être un peu fort, mais c'est un peu l'idée qu'elle a. Et comme elle connaît Valentin, elle sait que c'est quelqu'un qui peut être violent et qui part très vite, elle décide elle-même de le quitter ce soir-là et de rentrer chez elle. Ils se perdent de vue et ensuite, effectivement, donc Bernard finit au bar à 23h et fait part de ses craintes au gérant du bar. À partir de là, les enquêteurs vont sceller leur conviction, en tout cas sur sa suspicion, et vont l'interpeller, Valentin, au domicile de son père, où il avait décidé d'aller vivre après les faits. Quand il l'interpelle, le premier réflexe de Valentin, c'est de nier les faits. Il a simplement, comme tous les autres, entendu un bruit et qu'il est venu donner un coup de main aux pompiers pour extraire la victime du véhicule. Avant, petit à petit, de reconnaître progressivement ce qui s'est passé tout en minimisant. La version des faits de Valentin, elle est cohérente par rapport aux différents témoignages, où il explique que ce jour-là, comme les jours précédents, il est dans son village sur la place, qu'il a été importuné, alors pour des raisons qu'on ignore, par un monsieur d'une 50aine d'années, que ce monsieur, à l'issue d'une première altercation, l'a recherché dans le village muni d'une hache, et ce à plusieurs reprises, et puis qu'à l'issue de ses recherches, il ne l'a plus vu. Et lorsqu'il était avec sa petite amie sur la place du village, ce monsieur serait revenu pour l'importuner une nouvelle fois. Valentin explique qu'une fois que son ex-compagne est partie, il est resté dans le village. Il avait déjà croisé la victime à plusieurs reprises et il avait déjà commencé à fumer puisqu'il a avoué ce jour-là avoir fumé 5 joints. Il avait bien bu déjà depuis la fin de l'après-midi. Il a continué de boire. Il est allé à l'arrière du bar principal de cœur du village. Et en fait, il a passé l'essentiel de sa soirée à terminer les cubis qui étaient jetés à l'arrière du bar. Aux environs de minuit, Valentin quitte les lieux. C'est alors que quelques mètres plus loin,
il croise une nouvelle fois la route de Bernard. Comme rapporté par le témoin principal, des insultes fusent entre les deux. Valentin voit la voiture moteur allumé et explique qu'il a comme vrillé dans sa tête. La seule chose à laquelle il a pensé, c'est embêter, comme il le dit, je vais te niquer la bagnole, sale fils de p***. Il prend la voiture et il démarre, mais sans avoir une idée bien précise de ce qu'il va faire avec. Et puis, la victime s'est accrochée au véhicule et lui a fait perdre le contrôle du véhicule, qui est venu s'encastrer dans le mur. Lui-même, dans ses explications, ne comprend pas, puisqu'il dit ce monsieur, moi je ne le connais pas, il ne me connaît pas, on n'a jamais eu d'altercation avant, mais il est arrivé fortement alcoolisé dans le village et a décidé de m'injurier pour des raisons que j'ignore, en tout cas qu'il n'a pas expliquées. Enfin, il n'a pas donné d'explication, en tout cas, sur l'origine de cet événement. Vous êtes face à deux personnes vraiment d'âge totalement différents, qui n'avaient pas de raison de se rencontrer et de se côtoyer, mais vraiment aucune raison. Et donc ce qui choque, c'est, oui, effectivement, cette espèce de violence gratuite, d'arriver à cette extrémité, à un acte, alors qu'il n'y avait pas de motif, il n'y avait pas de haine, de hargne, ils ne se connaissaient pas. Pour moi, la souffrance, elle aurait été moins dure à accepter si on lui aurait tiré une balle dans la tête. Là, il a été traîné sur 30 mètres. Je ne sais pas si vous imaginez, 30 mètres. Il a été traîné contre un mur. Jusqu'à ce que sa cage thoracique éclate. Et qui entraîne naturellement AVC, perte de connaissance et puis la mort, quoi. Et on va me faire croire que c'était pas intentionnel. Ok, c'est à rien comprendre. Quand je suis arrivé au tribunal et que j'ai vu que la partie adverse était là, j'ai eu un choc. Parce qu'en fin de compte, la personne en question était là, non seulement sans bracelet, sans menottes, sans rien du tout. En fin de compte, il était à mon ego, il était comme moi. Il se promenait, il allait aux toilettes, il faisait ce qu'il voulait, il était libre en fin de compte. Il comparait libre sous contrôle judiciaire parce qu'entre-temps, il y a une requalification des faits. Il ne comparait plus pour homicide involontaire, mais pour violence involontaire ayant entraîné la mort. Donc ça ne justifiait plus qu'il reste en détention. Et d'ailleurs, c'est quelqu'un de complètement transformé qui a aussi décroché un travail, un CDI. Il travaille dans une boulangerie et ça se passe très bien. Il a une nouvelle copine. Il a conscience depuis longtemps de la situation dans laquelle il se trouve et des faits qui lui sont reprochés. C'est un moment difficile pour lui, il ne cache rien. Il répond aux questions du président avec une certaine émotion, la voix tremblante. Et à aucun moment il ne regarde la partie civile, il pleure souvent. Quasiment chaque fois qu'il prend la parole, il finit en larmes et ses mots sont mal assurés. L'attitude de Valentin touche les jurés. Et au cours de l'audience, les débats vont prendre une nouvelle tournure. Les avocats de la défense vont notamment pointer du doigt le fait que Bernard était armé d'une hache. Mon frère n'a tué personne. Il a tué personne. Jusqu'à preuve du contraire, on a pu prouver qu'effectivement qu'il était alcoolisé, lourdement. Mais à ma connaissance, il a tué personne. Ça a été le procès de mon frère. De son alcool. De soi-disant la hache qu'il avait en main. Il s'en est pas servi, je précise, il s'en est pas servi. Le plus marquant dans ce procès, à mon sens, c'est le fait qu'on aurait pu éviter ce drame. Parce que avant la mort malheureuse de Bernard, il y a eu toute une série de personnes qui ont vu un homme avec une hache en train d'en chercher un autre. Et pas une fois, l'une de ces personnes n'a la présence d'esprit d'appeler la police. Et de la vie générale, il aurait suffi d'un coup de fil pour éviter un terrible drame. Après 4 heures de délibéré,
le verdict tombe. C'est un verdict très rare qui a été rendu par la cour d'assises. Parce que l'avocat général avait requis 15 années de réclusion criminelle. La cour d'assises, après nous avoir entendus en défense, a suivi notre argumentation qui ne visait pas à exonérer Valentin de toute responsabilité. Le président prononce 7 ans de prison, dont 4 avec sursis probatoire. C'est le soulagement dans les rangs de la défense. Mais même à ce moment-là, Valentin a la même attitude que les 3 jours durant. Il reste contrit, la tête baissée, tout juste un regard vers sa maman, mais pas d'effusion, rien de tout ça. Je suis horrifié. Je suis horrifié. Je suis horrifié. Il n'y a pas de mots pour ça. Moi, je m'attendais à 10 ans ferme. C'est ce qu'il méritait. Mon frère n'avait pas 95 ans ou 98 ans ou qu'il avait encore 3 ans à vivre. Il était à 3 ans de la retraite. Il avait au moins 15 ans encore à vivre, voire 20 ans. Qui sait? Il a perdu sa vie. La personne qui a fait en sorte qu'il ne soit plus là, elle a purgé 1 an et demi de prison. Vous vous rendez compte? Moi, ça m'a détruit une partie de ma vie. Il y a 5 ans, j'aurais dû le voir, il aurait dû être là. Je descendais pas souvent en Provence, mais quand j'y allais, on se voyait. C'était festif, on allait au restaurant, on buvait 1 ou 2 verres ensemble. Voilà, c'était... Le dimanche soir me manque. J'ai ce sentiment d'injustice. Et je pense pas que... J'aurai toujours au fond de moi. Ça m'empêchera pas de vivre, parce que la vie continue, bien sûr. Mais c'est compliqué. Au quotidien, c'est compliqué. Il n'y a pas un moment, j'ai des photos de mon frère chez moi, dans ma chambre à coucher, sous le chevet, au salon, il est là, il est avec moi. Il est là. Et que je l'aime. Et après cette affaire, j'en profite pour vous rappeler que l'on se retrouve également tous les jours en direct à 13h35 sur Énergie 12 pour la quotidienne de crimes et faits divers. Et chaque jour, c'est en direct que viennent témoigner des victimes. C'est très souvent bouleversant et toujours passionnant. Tous les jours, 13h35 sur Énergie 12, crimes et faits divers, la quotidienne. Et puisque vous aimez les faits divers et les enquêtes, restez avec nous car Crime Hebdo continue dans un instant. Le temps de faire une courte pause et la soirée se poursuit avec un nouveau numéro de Crime. À tout de suite.